La fin de la saison approche de plus en plus, hein, ça vous en rendez compte, on est au 172e épisode des Technos. Si je vous dis que la fin de saison approche, c'est que nous aussi, on va se mettre un petit peu en vacances, on va se mettre au vert durant l'été. Et cet été, on vous proposera quelques hors-séries durant le mois de juillet et le mois d'août. Et bien entendu, on parlera actualité du mois de juillet et du mois d'août à la fin ou au début des mois suivants. On aura l'occasion, effectivement, d'en reparler. Et tout ça, ça va se passer, entre autres, avec Bruno. Salut Bruno. Ou encore Sébastien le Barbu. Salut Sébastien. Le barbu. Je tenais à le préciser d'entrée de jeu parce qu'on est au mois de juin, on s'approche tout doucement de la fin de saison et souvent on nous pose la question de savoir mais qu'est-ce qu'on va devenir sans vous pendant les 2 mois de vacances. Voilà, vous voilà avertis, chacun va venir un petit peu avec sa petite marotte, sa petite marotte technologique ou son dernier petit test pour en parler avec vous dans les technos. Ce sera au mois de juillet et au mois d'août. Courrier des auditeurs, rapido presto, on a reçu comme d'habitude des remerciements, des félicitations, etc. Merci, des pouces vers le haut aussi, on espère encore en avoir sur YouTube, des étoiles plein les yeux sur les plateformes de podcasting. Merci aussi pour ça parce que ça nous aide à mieux être référencés évidemment. On a eu 1 ou 2 ou voire peut-être même 3 auditeurs qui nous ont envoyé en aparté des petits messages en s'inquiétant un petit peu de la rumeur de revente ou de vente du site GitHub à Microsoft. On va avoir l'occasion d'en parler justement dans cet épisode avec nos petits camarades. On peut entamer notre abécédaire directement avec la lettre A, si vous le voulez bien. A comme Atari, parce qu'il y a une actualité un petit peu triste cette semaine, il faut bien le dire. C'est le décès d'un des cofondateurs d'Atari durant cette semaine. C'est qui en parle? C'est Bruno. Oui, donc le nom de monsieur, c'est Ted Dabney, qui était cofondateur d'Atari et qui est plus connu même, je dirais, pour le fait qu'il a lancé le jeu Pong, qui a vraiment lancé l'ère des jeux vidéo arcade et surtout de consoles. Donc c'est Atari qui, à l'époque, donc en 1972 pour les Belges, 1972, qui ont lancé la console avec ce jeu Pong. C'est bizarre, c'est vraiment un jeu qui est resté dans les annales. Et le monsieur aussi, pour avoir lancé Atari, mais c'est quand même assez impressionnant de voir que finalement, après 1 an à la tête d'Atari, il a quitté Atari finalement et il est complètement sorti du domaine informatique à la fin des années 80, donc à peine une décennie dans ce domaine-là, mais il est resté vraiment comme le père du jeu vidéo et d'Atari en l'occurrence. Donc Pong, voilà, Pong qui a été copié par la suite, même assez rapidement, par un tas de fabricants de petites consoles bon marché, entre guillemets, mais Pong, même si on l'appelait tennis ou ping-pong ou machin, etc., tout le monde a en mémoire ce Pong et le son caractéristique des petites palettes, machin, etc. Moi, je me rappelle que je jouais à ça dans ma petite chambre pendant qu'il pleuvait à Roland-Garros, par exemple. Je faisais mon match de tennis tout seul. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui n'ont peut-être pas l'image, le Pong, c'est simplement une petite balle, 2 raquettes à gauche et à droite, le terrain divisé par une ligne de traits et avec le bruitage connu. Donc, rien de plus simple, mais c'était une prouesse technique à l'époque. Pas oublier ça. C'était même assez rigolo pour l'époque. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu désuet, mais voilà. Je sais pas si Sébastien a un souvenir ému. Si, effectivement, moi je suis né un petit peu plus tard, mais dans le monde du jeu vidéo et même dans le monde de l'informatique, parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, quand on parlait de jeux vidéo, c'était souvent quelque chose d'électronique. Donc là, c'était codé à même les cartes électroniques. Et puis après, ça a lancé les premiers jeux software. Donc au-delà de l'intérêt lui-même du jeu, qui est resté pendant longtemps comme un des tout
premiers jeux, justement, ça a lancé tout simplement le concept du jeu vidéo à part entière, y compris du jeu d'arcade. Oui, effectivement. Dans le même temps, et on reste donc forcément à la lettre A comme Atari, Bruno, c'est un petit peu les aléas du calendrier. Atari lance une nouveauté de son côté. Oui, exactement. Donc, c'était quasi en simultané. Vous aviez l'annonce du décès de ce monsieur et le lancement officiel de la campagne participative sur Indiegogo de la nouvelle console Atari, l'Atari VCS. Donc voilà, c'est un peu triste de voir un nouveau produit, mais en même temps, ça fait un peu le buzz. C'est pas voulu, je pense pas. Non, je pense pas. C'était prévu. Ce serait maladroit. Ça serait un peu macabre, effectivement. Donc Atari on en avait déjà parlé, Atari qui lance la VCS maintenant officiellement. Donc déjà financièrement, c'est déjà un succès sur Indiegogo. Après, donc c'est une console basée sur Ubuntu. Une distribution Linux. Donc c'est un PC finalement qui va intégrer directement, et là on va pouvoir rejouer à Pong parce qu'elle va intégrer non seulement une centaine de jeux Atari de l'époque, donc vous pourrez vous éclater la rétine sur ces gros pixels sur votre tout nouveau nouvelle TV 4K que vous achetez pour le mondial de football, et vous aurez des pixels aussi grands que la tête d'un joueur de foot, donc voilà, c'est ça, un pixel, non c'est pas beaucoup de pixels, un pixel, un pixel il fait 10 cm sur 10, c'est ça, c'est juste. Et avec ça, ils vont même inclure une manette originale, quasi originale, sauf qu'elle va être sans fil, des premières consoles Atari. Donc ils promettent qu'après 5 minutes, vous la jetterez contre le mur parce qu'elle est tellement nulle, cette manette, et vous vous rendez compte que les manettes de l'époque, c'était simplement injouable. C'est prévu. Donc ils ont prévu cette manette-là pour que vous la détruisiez, et ils ont à côté une deuxième manette moderne, on va dire, bien foutue, ergonomique. Donc on permettra de jouer à ces jeux, une centaine de jeux originaux de Atari, donc ils seront forcément émulés sur cette console-là, mais ils seront bien émulés à la base, comme sur toutes les autres consoles d'émulation que d'autres ont lancé comme Nintendo avec beaucoup de succès. Mais comme c'est une machine, un PC finalement, ils vont avoir un catalogue assez important de jeux à disposition. Ça sera le catalogue de Steam. Donc celui-là sera directement jouable sur la console, et il prévoit aussi donc tout un écosystème de jeux comme ceux des autres consoles, donc des autres marques concurrentes comme Nintendo, qui vont lancer la même chose sur la dernière console, mais comme Sony et comme Microsoft. Faut savoir que la console n'est pas une des plus performantes, mais elle joue vraiment sur le rétro look. Oui, c'est ce que j'allais dire, rétro design, rétro gaming. Et le look, on l'avait déjà vu de près, avec il y avait des photos avec plus de détails où on retrouve effectivement les codes de la console d'origine, même s'ils l'ont un peu affiné, modernisé, etc. Pour le joystick, quand même, il faut oser, parce que ceux qui s'en rappellent, les joysticks de l'époque, c'était vraiment le truc qu'on tenait à un moment donné comme ça, comme un hochet, et qu'on a envie de balancer à travers la pièce, Seb. Pour la petite histoire, quand j'étais tout petit, j'avais un ami qui avait cette console, et il y avait notamment un jeu de course, donc de course, pas de course de voiture, de course à pied. Oui, c'est juste. Oui. Et pour aller plus vite, il fallait bouger le joystick très vite de gauche à droite comme ça. Et donc on se faisait des ampoules au fond de la paume de la main à essayer d'aller plus vite que le copain. Mais alors ce truc, c'était un calvaire, Mais donc déjà, rien que le fait d'énoncer Atari, rien que de parler de rétro gaming, etc., ça donne plein d'idées. Donc finalement, c'est pas complètement idiot, ça va rappeler de bons souvenirs à plein de gens. Il suffit de voir les résultats, parce que il y a déjà une Nintendo qui a ressorti une réédition de la NES, mais en plus petit. Il me semble que la première PlayStation est ressortie il y a pas longtemps, ou en tout cas. Il y a plein de rééditions comme ça. Il y a plein de rééditions, et à chaque fois ça fait un tabac. Alors dans un marché de niche, le marché des nostalgiques, mais ça, vu ce que ça coûte à construire aujourd'hui, ça tient sur un Raspberry, ça tient, c'est des émulateurs. Là, vous imaginez, dans une seule console, il y a 100 jeux. À l'époque, sur une vraie console Atari, c'était chaque jeu une cartouche, Oui, c'est ça. Et je vous parle pas du prix, parce que c'était pas donné, à l'époque. Le jeu vidéo, l'Atari original, comme on disait un peu, parce que voilà, t'as une console Atari, moi j'ai une copie. La copie était déjà un peu coûteuse, mais alors l'Atari, c'était bonbon quand même. C'était pas tout le monde qui se l'offrait. À l'époque, tout le monde ne croyait pas aux jeux vidéo.
il faut le dire aussi. Bruno, tu voulais rajouter un... Oui, juste le prix, justement, voilà. On en a parlé. Donc, la console sans manette, parce qu'en fait, elle intègre une connectique moderne, donc vous pouvez y connecter n'importe quelle manette Bluetooth ou USB qui fonctionne. Donc, mais elle peut être vendue sans manette à $199, 199 pour les Belges, et la version complète, donc avec le contrôleur d'origine et le nouveau contrôleur à $279 $279. Donc. Quand il dit pour les Belges, c'est pour les Suisses aussi, hein, je le dis au passant, mais... Oui. Oui, il n'y a pas de 80, il n'y a pas de oui, c'est ça. octante dans tout ce que j'ai dit. Donc j'aurais dit octante. Merci de traduire, c'est gentil. On passe à la lettre C comme crypto-monnaie. Ah tiens, il y avait longtemps, mais c'est vrai, on peut en parler. Sébastien, Asus qui dévoile une carte mère spécialisée dans le minage de crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, c'est aussi du hardware. Tout à fait. Donc je rappelle plus rapidement pour ceux qui débarquent et qui n'auraient pas suivi toutes les actualités qu'on a déjà évoquées sur les crypto-monnaies. C'est quoi le rapport entre les crypto-monnaies et une carte mère? C'est que la plupart des crypto-monnaies actuelles, y compris Bitcoin, Ethereum et d'autres, utilisent un algorithme de minage, c'est-à-dire un algorithme qui sert à créer de la monnaie. C'est le seul moyen de créer de la monnaie dans ces crypto-monnaies. Et pour pouvoir créer de la monnaie, il faut faire des calculs assez intensifs, on va dire. Ouais. Et ces calculs nécessitent du matériel et de l'électricité, évidemment. Ouais. Et la plupart du temps, alors pour Bitcoin, c'est un peu particulier parce qu'il existe des processeurs qui sont dédiés à ça, qui ne font que du Bitcoin. Mais dans la plupart des cas, le matériel qui est le plus adapté pour faire ce genre de calcul et donc pour gagner un maximum d'argent avec les crypto-monnaies, c'est les GPU, donc les processeurs graphiques de nos bonnes grosses cartes graphiques. Ouais. Donc ça coûte un petit peu cher à l'achat pour ce qu'on en fait au final. Ouais. Mais l'objectif, c'est de faire du bénéfice grâce au minage. Et donc l'enjeu, évidemment, c'est de trouver le matériel qui consomme le moins d'énergie possible, qui coûte le moins cher possible, mais qui en même temps a une capacité de calcul la plus puissante possible. Et souvent, ce que font les mineurs qui donc créent des machines comme ça spécifiques pour le minage, c'est qu'ils combinent un grand nombre de cartes graphiques en parallèle sur le même ordinateur. C'est ça. Ce qu'on appelle un mining rig. Et donc le défi, c'est de trouver des cartes mères adaptées à ça. Donc la carte mère, on rappelle, c'est un petit peu la colonne vertébrale de votre ordinateur. C'est là-dessus qu'on vient mettre tous les composants, le processeur, carte graphique, carte son, tout ça. Et là, ici, c'est une carte graphique donc produite par Asus qui s'appelle le H370 Mining Master et qui est vraiment conçue pour les mineurs puisqu'elle comprend 20 branchements pour mettre des cartes graphiques. D'accord. Je vous confirme que c'est pas un truc qui est utile au premier gamer venu. Non, hein. Ça c'est clairement une carte mère optimisée pour ça. Ouais, c'est vrai qu'on voit de plus en plus, en particulier sur les sites chinois, je sais pas pourquoi, des nappes qui permettent de faire des extensions sur les cartes, sur une carte mère existante, vous rajoutez en fait, etc. Ou vous pompez bien sur l'alimentation, etc. Pas besoin, parce qu'effectivement on est un petit peu à l'économie. Une fois qu'on a mis tous les sous dans les cartes graphiques, on n'a plus de sous pour acheter des vis, etc. Et ça tient dans des paniers à linge quasiment. C'est ça. En gros, c'est ça l'idée, parce que ça a besoin d'être bien ventilé en plus. Ça a besoin d'être bien ventilé et effectivement le branchement par défaut de ces cartes graphiques en plus c'est ce qu'on appelle du PCIe. Donc c'est un petit c'est une nappe effectivement, c'est un port assez large et qu'en général on a besoin d'en mettre 2-3 par machine grand max. Donc ici comme il faut en mettre 20, ils ont changé complètement la connectique tout en gardant évidemment un débit assez élevé, c'est de l'USB dernière génération. Et donc ça permet effectivement de brancher ces cartes graphiques à distance de la carte mère et de les mettre dans des racks comme tu dis, dans des paniers à linge limite et du moment que c'est bien ventilé. Avec un conditionnement d'air devant, un gros conditionnement d'air devant, et comme ça on fait et on mine. Et on mine. Et alors là, évidemment, il y a plein d'autres fonctionnalités sur la carte mère qui sont adaptées à ça. Vous avez des petites loupiottes de diagnostic qui permettent de voir, quand vous avez 20 cartes graphiques, c'est sympa d'avoir une petite loupiote qui vous dit quelle carte graphique à planter, enfin à cracher, de faire des petits diagnostics comme ça. Les composants eux-mêmes sont optimisés pour ça. Ça supporte les processeurs Intel de 8e génération, donc les tout derniers. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Par contre, à l'heure actuelle, on n'a aucune idée du prix, sachant que c'est un petit peu le défi justement, encore une fois, pour que ce soit rentable comme investissement. Les prix devraient être annoncés cette semaine au Computex, le salon à Taïwan, et la disponibilité, ça devrait être normalement dans quelques mois, donc avant la fin de l'année pour être sûr. Et je rappelle au passage que ça peut être intéressant pour miner certaines crypto-monnaies, mais pas toutes. Et n'achetez pas ça pour miner du Bitcoin, ça ne sert à rien. Ça ne s'adresse pas
serais tenté de dire au tout venant non plus, hein. Il faut quand même toucher un peu sa balle en informatique, en hardware, etc. Mais c'est bien de savoir que ça existe et qu'un fabricant y a pensé à suspens toujours à plein de trucs et essaye toujours de nous refourguer des idées. Je fais une petite aparté, mais tu parlais du Computex, ils vont présenter un ordinateur portable avec double écran tactile. Ils ont déjà essayé de nous fourguer le concept en 2009, j'ai vérifié, c'était au Cebit. Donc voilà, mais ils sont persévérants et ça finira peut-être par marcher, par porter ses fruits. Ils sont connus pour leur matériel assez, où ils ont déjà conçu hybride, d'autres. Ils avaient déjà fait une carte mère précédente où là on pouvait brancher que 19 cartes graphiques, désolé, en PCIe pour le coup, donc c'était un petit peu plus chiant. Et puis il y avait des bugs qui empêchaient les cartes graphiques de fonctionner en parallèle. Ouais. Ici, elles peuvent fonctionner les 20 en parallèle et avec de l'USB. Et donc ils en sont pas à leur coup d'essai, c'est ça que je veux dire. Enfin comme ça, peut-être que parmi nos auditeurs, il y a quelques gamers qui attendent avec impatience leur toute nouvelle et toute belle carte graphique Nvidia 1080 Ti. Ils peuvent encore attendre parce que s'il y a pénurie, c'est un petit peu à cause des mineurs de Bitcoin. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est un effet de bord du minage de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme tu disais. De crypto-monnaies plutôt, parce que oui, c'est ça, parce que là, c'est pas trop le truc. On passe à la lettre D comme déchets, Bruno. Déchets, on va parler de Tesla. Déchets Tesla, c'est un petit peu c'est bizarre quand même. Des chiffres alarmants de la production de la Model 3. Oui, donc Tesla qui vient de lancer son Model 3 il y a quelques mois, donc au début d'année, a un peu du mal à atteindre la cadence qu'il voulait. Donc il nous promettait 5000 véhicules par semaine. On en est un petit peu loin. On est à un peu plus de la moitié. Mais ce qui est alarmant, ce qu'a souligné le Business Insider, magazine américain, c'est qu'il y a énormément de pertes au niveau financier dues à des déchets, c'est pour ça que je l'ai mis à déchets, dues à des déchets de production, surtout au niveau des batteries. Donc, des ratés, en gros. Des ratés. Quand on commence une ligne de production, c'est tout à fait normal d'avoir des déchets le temps que ça se mette en place. Le problème chez Tesla, c'est que c'est assez complexe à produire. Donc la Gigafactory, qui a toute nouvelle fabrique de batteries qu'ils ont construite, qu'ils ont lancé pour justement avoir ce volume de production nécessaire pour le Model 3, qui est un succès commercial, de précommande en tout cas, fait créer énormément de déchets. Ils ont fait une estimation, ils ont calculé que depuis le début de l'année, Tesla aurait jeté en déchets plus de 150 millions de dollars. D'accord. Pour produire que des batteries. Et ils parlent que des déchets, non pas de l'électricité ni de la main-d'œuvre. Ouais. Donc, il y a beaucoup de ces batteries qui peuvent être reconditionnées pour quand même être utilisées, mais ils parlent que de la moitié du volume. Donc, ils parlent de à peu près 2500 packs de batteries. Un pack de batterie étant un pack qui sert à une voiture, une unité de batterie pour une voiture. Et sur ces 2500 packs, il y aurait 1000 qui sont directement jetés à la poubelle. Ils sont recyclés, mais ce qui implique encore une fois du travail pour recycler les matériaux. Avec des pertes, je sais que de nos jours, ces matériaux commencent à devenir de plus en plus rares, de plus en plus chers. Donc voilà, pour Tesla qui a des problèmes financiers, ça n'annonce pas très bien. Donc c'est toujours la sonnette d'alarme que tout le monde lance dès qu'il y a une news comme ça un peu alarmante au sujet de Tesla. Faut dire aussi que malheureusement ça a déjà un impact direct sur les réservations, parce que le Model 3, comme tous les autres modèles, se base sur des réservations où les gens avancent un peu d'argent pour avoir cette place dans une file, dans une queue. Et il y a 25% des réservations américaines qui auraient été annulées suite à cette annonce-ci. Donc ça met un peu la pression, quoi. Oui. Ça met un peu la pression. Ça va permettre peut-être à Tesla d'atteindre leurs chiffres qu'ils souhaitent. Elon Musk a quand même réagi, a rebondi sur cette news et a dit que jusqu'à la fin du mois de juin, il pense quand même atteindre les 5000 unités par semaine. Donc si vous avez une pré-réserve en Europe, il faut attendre encore quelques années, je pense. Voilà. Ceci étant dit, je me mets à la place de ceux qui ont pré-réservé leur Model 3.
personnellement, je serais rassuré, vu ce que ça coûte, qu'on écarte de la vente du matériel qui fonctionne pas bien. Tu vois, c'est plutôt voilà, et de l'annoncer, de dire voilà, on a beaucoup de déchets parce qu'on veut que ce soit de bonne qualité. Bah voilà, c'est plutôt positif. Maintenant, c'est clair que je voudrais pas être dans les parages d'Elon Musk quand il pique une colère à l'usine. Hein, soyons clairs. Juste un petit détail à rappeler quand même, c'est que pour tout ce qui est batterie, Tesla, entre guillemets, peut se permettre d'avoir du déchet, dans la mesure où ils ont une filière en interne de récupération et de recyclage de ces batteries. C'est les Powerwall, c'est-à-dire les batteries que vous mettez dans un mur pour servir dans votre maison, pour absorber, enfin pour prendre de l'énergie pendant le jour sur un panneau solaire, par exemple, et le restituer pendant la nuit. Les cellules de ces batteries, de ces Powerwall, demandent beaucoup moins de puissance et de montée en charge que les cellules qui sont dans vos voitures. Donc, sont plus faciles on peut utiliser une gamme plus large de cellules, on va dire. Et donc, ils ont une filière en interne, effectivement, qui leur permet de ne pas tout jeter à la poubelle. Donc. Oui, il y a ça aussi. Mais on l'avait dit déjà ça, et je pense qu'ils ne sont pas les seuls en plus. Je me demande si Mercedes n'a pas un programme du même type où ils proposent des batteries murales qu'on met dans le garage en général ou à la cave et qui stockent l'énergie produite, soit l'énergie douce, quoi, celle produite par les panneaux solaires, mais l'éolien aussi, pourquoi pas. L'éolien domestique, ça existe. Donc voilà, et ça permet évidemment, en ayant beaucoup de batteries commercialisées, de faire baisser les coûts, offre et demande. Alors évidemment, comme ça évolue, tu le disais, c'est pas plus vraiment les mêmes batteries sur les voitures que celles-là, donc forcément, il faut un petit peu que la technologie rattrape le bidule, quoi, Seb. Et alors autre chose, comme disait Bruno, effectivement, il y a eu au moins un paquet, on ne sait pas exactement quels sont les chiffres, mais il y a eu un paquet d'annulations de réservations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a vraiment une grosse vague de presse anti-Tesla. Bon, oui. Certainement pilotée par des groupes d'intérêt divers et variés, oui. mais on va en reparler. Mais même aux États-Unis, c'est encore plus vaste. C'est assez bizarre. Ouais. Et le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui remettent ça en question, y compris dans les annonces financières et tout ça. Et à ce titre, je vous recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Teslanomics. C'est Ben Solin, c'est quelqu'un qui bosse pas chez Tesla du tout, qui est un indépendant complet, mais qui est un data scientist, donc quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'analyse de données et qui essaye d'objectiver un petit peu tout ça. Et donc, si ça vous intéresse, c'est une chaîne qui est assez bien foutue. Tu vas le rajouter dans les petites sources, dans les petits liens dans notre article, puisque je vous rappelle, toutes les sources des articles, enfin des informations dont on vous parle, c'est un petit peu notre revue de presse hebdomadaire. On vous livre les sources, comme ça vous pouvez vous-même vous faire votre idée, parcourir les informations. Je voyais Bruno lever la main. Oui. Dernière précision, c'est Tesla, ils ont annoncé mardi aussi qu'ils sont en train d'avoir des discussions avec la Chine, avec Shanghai, la ville de Shanghai, pour construire non seulement des batteries, mais aussi des véhicules à Shanghai. Donc ça va probablement augmenter la fréquence de production de Tesla. Et donc les coûts, on ose l'espérer en tout cas, à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Pendant que Sébastien est en train de... je le vois taper dans le document. Ah ben c'est pas facile ça, bon, monsieur, il faut les deux mains maintenant, et puis la souris. Voilà, c'est fait. On passe à la lettre F. F comme fake news. C'est arrivé près de chez nous, en Belgique. Certaines mauvaises langues, sans doute, parmi nos auditeurs diront « Oh, ben ça ne peut arriver qu'en Belgique, ce genre de choses ». Moi, je pense que ça peut arriver partout. Cette histoire d'une Tesla qui, soi-disant, je dis d'entrée de jeu, soi-disant, démarre toute seule, emboutit une autre voiture, une Logan en plus. Et cette pauvre Logan coincée entre le pare-choc avant d'une Tesla, c'est une P100, je pense, et le mur faisait vraiment pitié. Et la presse s'est jetée dessus comme un seul homme en disant « Ah, regardez, les voitures, c'est voitures du diable. » C'est ça. Tu disais c'est arrivé près de chez vous, je dirais ce n'est pas arrivé près de chez vous en l'occurrence. Puisque moi ce qui m'a fait... Donc effectivement, je rappelle les news, on a vu des articles sortir sur le site de la RTB, la RTBF, donc la télé publique nationale belge pour nos amis français, et aussi sur Le Soir, un grand quotidien, qui nous ont sorti des articles qui titraient en gros à Saint-Gilles, une Tesla sans son conducteur emboutie des voitures garées, ou un accident provoqué par une Tesla
Tesla en mode automatique. Enfin voilà, donc des titres assez putaclic comme on dit en français, des bons gros clickbait. Et en fait, quand on lit l'article, c'est des articles qui font généralement 3 paragraphes, donc c'est assez rapide. Mais dès le 3e paragraphe, on nous explique qu'ils ont posé la question à Tesla et que Tesla leur a confirmé, parce que manque de bol, ils ont des capteurs à peu près partout dans cette voiture. Donc ils sont capables de dire quand le conducteur est dans le siège conducteur, ils sont capables de dire quand l'autopilot est engagé. Et en l'occurrence, ils ont pu confirmer que le conducteur était bien dans la voiture, contrairement à ce qu'il disait. Il avait dit qu'il avait fermé juste sa grille et puis que pendant qu'il était en dehors de la voiture, elle s'était mise en route toute seule, telle possédée par le diable pour aller s'emboutir des bagnoles. Ce qui est très drôle, et c'est une méconnaissance complète de la voiture du monsieur, parce qu'il dit « j'avais laissé tourner le moteur ». Oui, mais dans une voiture électrique, si le moteur tourne, la voiture avance. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est complètement absurde. Et en plus, Tesla a pu confirmer qu'il était non seulement à bord, mais que l'autopilot n'était pas du tout engagé. Donc ça me fait penser un petit peu à une certaine époque, au tout début des cruise control. Il y avait eu pas mal d'histoires comme ça de gens qui soi-disant traversaient les péages ou provoquaient des accidents en disant c'est pas ma faute, c'est le cruise control, il s'est engagé tout seul, il voulait pas se dégager. Oui. Et je pense qu'avec les véhicules autonomes, on va en avoir de plus en plus des gars comme ça. Et après les calèches avec les chevaux, les premières voitures à pétrole qui faisaient tourner le lait des vaches. Voilà, c'est du même acabit. Non, voilà, tout ça pour dire que, comme tu le disais juste avant, mais c'est peut-être plus vrai encore aux États-Unis aujourd'hui, une espèce il est de bon ton de faire du bashing, quoi, dès qu'il s'agit de Tesla et de voitures autonomes de manière générale. Ici, il y a effectivement le côté bashing, et je pense qu'il y a une influence d'une manière ou d'une autre du marché traditionnel, en tout cas une résistance au changement, ça c'est évident. D'autre part, pour moi, il y a un truc qui me dérange vraiment de plus en plus, c'est le modèle de financement de la presse, qui les encourage à faire du sensationnalisme gratuit, et enfin justement pas gratuit, parce que c'est là-dessus qu'ils se font payer. Et donc moi je l'ai dénoncé dans leurs commentaires Facebook et tout ça, mais ils étaient presque contents parce que ça leur faisait de la pub. Donc c'est inquiétant en fait, parce que ça paraît anodin comme ça, mais mine de rien, ça facilite l'inclusion d'une espèce de méfiance vis-à-vis de la technologie et du progrès, alors que cette technologie et ce progrès en l'occurrence peut véritablement sauver des vies, et beaucoup plus que n'importe quelle limitation de vitesse à 80 km/h, wink wink mes amis français, n'importe quel radar automatique. Enfin, je veux dire, ces véhicules-là, avec à terme leur autonomie complète, ça va sauver des vies. Donc plus on retardera la mise sur le marché de ce genre d'innovation, et plus en fait on va être contre-productif. Donc c'est vraiment inquiétant, et ça m'énerve de la part de la presse, au-delà de l'attitude du gars qui blâme sa voiture pour ses propres erreurs. C'est surtout l'information qui me chagrine, et encore une fois ce putaclic. On l'avait dit, mais dans d'autres termes peut-être, mais on l'avait dit aussi au moment où il y a eu l'un ou l'autre accrochage, accident, même mortel, il faut bien le dire, avec des voitures autonomes. On met à l'index la voiture autonome, et on oublie complètement qu'à côté de ça, il y en a 400 personnes de plus qui meurent régulièrement sur les routes par la faute de gens faits de chair et de sang qui tiennent le volant. Là aussi, on peut s'interroger effectivement le changement, l'évolution, etc. Est-ce qu'on est prêt à admettre un mort parce que c'est la machine qui l'a tué plus difficilement que si c'est un autre être humain qui est fautif? Voilà, ça va être toute une réflexion autour de ça, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là plus avant, en tout cas dans cet épisode. Mais c'est intéressant de voir le comportement des uns et des autres. Ici, il se trouve que c'était l'occasion effectivement de faire du clic à bon compte. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. On était à la lettre F comme fake news, on reste à la lettre F comme Facebook, c'est presque la même chose. On parle de Facebook qui donne accès aux données utilisateurs et à du monde, cette fois-ci. Moi, j'attends avec impatience les prochaines excuses de Mark Zuckerberg, pour le coup. Tout à fait, j'ai adoré quand tu disais 3, 2, 1, excuse de Facebook à venir. C'est exactement ça. Mais sauf que là, ce coup-ci, il va vraiment falloir qu'il s'explique. Je vais expliquer pourquoi. Donc, effectivement, pendant tout le scandale, toute la controverse qu'il y a eu autour de Cambridge Analytica et de cette fuite de données, Facebook n'a cessé de nous répéter que d'une part, c'était plus le cas depuis 2014, puisqu'ils avaient complètement fermé leur API et évité que les applications puissent récupérer ce genre de données. Et d'autre part, ils nous ont expliqué en long, en large et en travers que eux ne donnaient pas les données, ils mettaient à disposition des outils qui permettaient de cibler basés sur ces données, mais que les données étaient accessibles uniquement directement par eux. Or là, on apprend cette semaine, grâce à un reportage du New York Times, que depuis 10 ans,
donc depuis un paquet d'années et encore jusqu'à aujourd'hui, Facebook a conclu des accords avec 60 constructeurs de matériel et notamment de smartphones, parmi lesquels Samsung, Apple, Amazon, BlackBerry, donc RIM et tant d'autres, pour leur filer directement accès aux données des utilisateurs. Et pas n'importe quelle donnée, messieurs, dames, puisqu'on parle carrément de votre orientation sexuelle, de votre confession religieuse, de votre orientation politique, des événements auxquels vous avez participé, et j'en passe, et des meilleurs. C'est magnifique. Et pour conclure le tout, il ne s'arrête pas là, puisque apparemment, d'après les tests directs du journaliste qui a quand même fait son travail, il a essayé d'installer une application Facebook sur son BlackBerry. Oui, il y a encore des BlackBerry. Et il a essayé de connecter avec son compte Facebook. Il s'est rendu compte que les données qui étaient transmises à BlackBerry incluaient ses données à lui, mais aussi les données de ses 550 amis directs, et au final de plus de 250 000 personnes dans son réseau indirect. C'est viral quelque part, hein. Tous les points de connexion servent de nœud vers d'autres informations, donc forcément... Exactement. Ça... Et autant dans l'affaire Cambridge Analytica, Facebook pouvait prétendre pécher par négligence, ou en tout cas par naïveté. Là, c'est des accords qu'ils ont conclus exclusivement et explicitement avec des constructeurs, qui prévoyaient exactement les données auxquelles ils auraient accès. D'ailleurs, ils n'ont pas nié ces accords, ils ont même expliqué que la plupart étaient encore d'actualité. Comme de par hasard, il y en a une vingtaine qui ont été arrêtés en avril, au moment de Cambridge Analytica. Oui, c'est ça. Donc, très étrange. Ouais. Et en plus, la défense qu'ils mettent en avant, enfin les excuses qu'ils prennent, c'est que de dire, donc il y a une loi aux États-Unis, il y a un règlement de la FTC qui leur impose de demander le consentement des utilisateurs avant de transmettre les données à un tiers. Et la défense qu'ils annoncent, c'est que en fait Microsoft, Facebook, Apple et compagnie, c'est pas des tiers, c'est des fournisseurs de services. Quoi? What the fuck? Oui, on tord. Oui, c'est ça. Ils tordent la loi, ils essayent de contourner, de noyer le poisson, et c'est vraiment malhonnête là pour le coup. Ils sont vraiment, ils plongent très loin dans la malhonnêteté. Ce que je trouve fou, c'est que là, on se rappelle, il y a 2 ans, 3 ans, la NSA ou le FBI, je ne sais plus très bien, aux États-Unis, voulait absolument avoir l'aide d'Apple pour casser le code d'accès à un smartphone pour une enquête sur le terrorisme, sans doute, ou autre, peu importe. En fait, il suffit de demander à Facebook, les gars. mais de toute façon, le truc, c'est que dans Prism, donc avec le programme Prism, ils avaient déjà accès, ils avaient déjà des backdoors dans pas mal d'OS mobiles. Oui. Donc, à partir du moment où ces OS mobiles avaient eux-mêmes directement accès à vos données Facebook, vous voyez la quantité de données que la NSA s'est récupérée. Oui. Et là, en plus, faut bien voir que l'excuse, enfin le contexte dans lequel ça a été mis en place, Facebook dit, c'était parce qu'il y a 10 ans, les OS mobiles et les App Store notamment n'étaient pas encore standards. Et donc, du coup, il y avait pas mal de constructeurs qui créaient eux-mêmes leur propre application Facebook. Et donc, si on voulait créer des expériences équivalentes, il fallait qu'on leur donne accès aux utilisateurs. Ouais. Et les gars, les App Store et les OS sont standards depuis combien de temps maintenant? Ça fait pas 10 ans, mais ça fait bien 5-6 ans, facile. Ouais. Ouais. Et depuis, vous n'avez pas arrêté ces accords pour autant. Donc c'est vraiment, vraiment louche comme truc. Et là, autant je vous dis, Cambridge Analytica, j'étais prêt à leur accorder le bénéfice du doute, autant là, ça commence à sentir le caca, comme on dit dans ces cas-là, pour être tout à fait poli. Alors, à ceux qui, parce que j'en entends d'ici murmurer au fond, ils disent « Ah, mais moi je m'en fous, j'ai rien à me reprocher ». Oui, sous ce régime-ci. Exactement. C'est ça et aussi. En plus, c'est comme les gens qui vous disent qu'ils boivent au volant, mais ils assument. Oui. Jusqu'au moment où tu rencontres quelqu'un d'autre. Et ben là, c'est pareil. C'est pas que vos données que vous diffusez. Oui, c'est les données de vos amis qui, eux, n'ont rien demandé. Et pour certains, ne sont même pas au courant que vous partagez leurs données. Donc, j'ai envie de dire, vaccinez-vous. C'est un peu la même chose. Mais, c'est exactement ça. Mais donc, voilà, c'est clair que bien souvent, c'est une réaction et c'est humain. Hein, tout un chacun dit bah c'est pas grave, j'ai mis mon âge, j'ai dit que j'avais une copine, machin, etc. Ces données, c'est le nouveau pétrole, hein, les data, on le dit souvent, et ici ça se prouve une fois de plus, ça vaut de l'argent pour des gens et c'est pas normal, tout juste, voilà. Oui. Et en plus, c'est juste incroyable, c'est qu'ils disent qu'ils ont signé les accords avec tous ces constructeurs, avec la limitation explicite que ces données ne devaient être utilisées que pour créer un Facebook-like sur leur plateforme. Oui. Oui, bien sûr, parce que comme Cambridge Analytica, personne n'a détourné ces données à d'autres fins. Ouais. Surtout que c'est pas du tout intéressant pour Apple ou pour Samsung de savoir quelles sont
les habitudes, l'orientation sexuelle, la composition du foyer ou d'autres informations comme ça à propos de leurs clients. Oui, pas du tout. Ça doit. En plus de ça, ils peuvent très bien aussi le revendre à des tiers, tant qu'à faire. Exactement. Donc ils n'ont aucun contrôle là-dessus. C'est pas parce qu'ils ont signé un papier qu'ils vont s'y tenir. Donc voilà. C'est vraiment absurde. Tout ça n'est pas bien clair et n'est pas bien propre par la même occasion, quoi qu'on en dise, affaire à suivre. Et je pense que ça va encore bien percoler dans les semaines, les mois qui viennent. Ce qui est assez bizarre quand même, c'est que cette annonce, elle date du début de la semaine, Sébastien, et qu'elle fait moins de bruit que l'annonce Cambridge Analytica il y a quelques semaines. C'est d'ailleurs un truc que je veux souligner quand même. Donc un des articles qu'on lit, c'est celui de Numérama et il y en a d'autres. Je salue bien bas les journalistes qui ont osé reporter cette affaire complètement, parce qu'encore une fois, cette fois, elle met clairement en cause Facebook. Et pour les organes de presse ou les publications qui ont partagé cette info et qui l'ont documentée, c'est un peu mordre la main qui les nourrit quand même. Donc c'est osé, c'est courageux, c'est bien, c'est intègre et bravo, chapeau bas pour ça. Maintenant, je pense que c'est ça qui a ralenti clairement la couverture du truc, c'est que beaucoup ont hésité à rapporter un truc qui met autant en danger Facebook. Autant aussi, dans les rédactions, à un moment donné, on considère qu'une information, elle est un petit peu usée, quoi. On l'a déjà fait avec Cambridge Analytica. Tout le monde est gavé, on va passer à autre chose. Non, ça, on va pas le faire cette fois-ci, machin, ça. C'est malheureux, mais on revient à ce que tu disais au sujet de la presse, en tout cas d'une certaine presse. C'est bien dommage. On passe à la lettre G et on va pouvoir répondre ainsi à plusieurs auditeurs qui ont anticipé ce sujet cette semaine. C'est GitHub, Sébastien, puisque c'est encore toi qui vas t'y coller pour le coup, mais je pense que Bruno aura un petit avis à donner là-dessus aussi. GitHub, c'est cette plateforme de développeurs qui partagent du code, etc. Je ne vais pas vous refaire le laïus. En une heure, 13 000 projets ont migré de GitHub vers son concurrent, GitLab, pour une seule et simple raison, mais qui est d'importance. Tout à fait. Donc la news n'était pas censée sortir officiellement avant lundi dernier, et le chat, ou devrais-je dire le Octocat, puisque c'est un peu le symbole de GitHub, est sorti du sac bien avant. Et effectivement, il a été confirmé que GitHub a été racheté par Microsoft. Ça a été confirmé officiellement depuis. Ah, c'est confirmé. Ouais, c'est confirmé officiellement maintenant. On sait même qui est le CEO qui a publié un post pour expliquer bonjour, bienvenue chez GitHub. La modique somme de 7,5 milliards de dollars. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre pour ce site dont je n'ai jamais entendu parler si je ne suis pas développeur. Alors je rappelle effectivement qu'au passage que quand on est développeur, on a très souvent besoin d'un système de ce qu'on appelle de gestion de version, c'est-à-dire un système qui permet de garder une trace de tout ce qu'on fait avec du code source pour le développer, et notamment pour collaborer, pour échanger des bouts de code avec d'autres développeurs. Et en particulier dans le logiciel libre aussi. Dans le logiciel libre, mais pas que. Ah, d'accord. C'est ça qui est important aussi pour bien comprendre le poids de GitHub. C'est que GitHub a aussi une offre premium, une offre payante, qui permet aussi de faire du closed source. Et de faire de la collaboration entre développeurs non open source. Même si effectivement c'est un des outils qui est plus connu pour ça, parce qu'à la base GitHub, donc c'est le site web, mais derrière ça il y a le système de gestion de version qui s'appelle Git, qui à la base a été inventé par Linus Torvalds, le papa du noyau Linux, qui avait inventé ça parce que il voulait faire un système beaucoup mieux foutu, beaucoup plus décentralisé que ce qui existait à l'époque. Et collaboratif, voilà, exactement. C'était ça la grande nouveauté, c'était l'aspect collaboratif qui primait sur tout le reste en fait, quoi. Et donc c'était un outil idéal pour tout ce qui est open source, parce que vous pouvez contribuer à un projet pas seulement en committant, c'est-à-dire en fournissant directement du code, mais aussi en rapportant des problèmes ou en proposant des bouts de code qui peuvent être intégrés par la suite, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses. Alors pour vous donner une idée du poids du machin, on parle de 24 millions de devs aujourd'hui sur GitHub, 24 millions de développeurs, 67 millions de projets. Donc c'est quand même assez gigantesque, et c'est clairement le leader incontesté sur ce marché, loin devant ses concurrents immédiats que sont GitLab, Bitbucket et autres. SourceForge, pour ceux qui connaissent encore, qui se souviennent du début des années 2000, SourceForge était l'ancien leader, et aujourd'hui ils sont loin à la traîne. Il y a Track aussi, si je dis pas de bêtises, mais qui est plus orienté vers le debugging, etc. d'applications. On trouve moins de code là, mais
c'est plus un partage de connaissances. Et de toute façon, je dis, GitHub était de toute façon loin devant tous les autres. Et là, maintenant, ils ont été rachetés, donc effectivement, par Microsoft. Alors, au passage, c'est important quand même de rappeler que le Microsoft d'aujourd'hui n'est pas le Microsoft d'hier, que depuis le passage de flambeau de Steve Ballmer à Satya Nadella, il y a eu beaucoup de changements, même dans la culture, dans la philosophie de Microsoft. Mais le fait est que les développeurs open source se souviennent des premières années, des nombreuses premières années où Microsoft ne manquait pas une occasion de dénigrer, de diminuer l'importance de l'open source, de Linux et tout ça. Et donc, c'est resté dans les mémoires et on n'oubliera pas comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on leur fait un peu un procès d'intention, qui pour la plupart est justifié, mais qui, voilà. Il y a de ça, et puis il y avait aussi, tout en dénigrant, on pouvait retrouver des morceaux de code trouvés sur GitHub dans des programmes, dans des applications Microsoft, ce qui est quand même un comble, quoi. Aujourd'hui, on peut pas développer un logiciel de manière complètement originale. C'est toujours un patchwork avec des librairies, avec des bouts de code qu'on intègre de droite et de gauche, et GitHub est une source primaire de tout ça. Pour information, aujourd'hui, Microsoft eux-mêmes, dans leur organisation sur GitHub, ils ont mis plus de 1800 dépôts donc plus de 1800 projets, d'une certaine manière, et parmi lesquels tout le langage .NET, donc qui est le langage principal, enfin toute la plateforme de développement de Microsoft est là-dessus. Visual Studio Code, c'est juste leur éditeur de code open source qui est le projet le plus contribué sur toute la plateforme GitHub. Donc ils ont quand même une histoire avec GitHub qui est assez profonde, mais pour autant, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas au contrôle, et là, ils rachètent le truc. Alors, ça fait peur à certains qui se disent qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'intégration avec d'autres produits, et on pense notamment au cloud Azure, le concurrent d'AWS et d'autres clouds qui sont utilisés aussi par des développeurs open source. On se demande quelle va être la liberté de GitHub par rapport à ça. Et surtout, je pense que ce qui fait le plus peur, c'est le track record en termes de pourrissage de produits. Parce qu'ils ont racheté Skype, ils en ont fait n'importe quoi. Ils ont racheté d'autres produits avant, et ça c'est devenu n'importe quoi. Donc, la peur, GitHub est vraiment connu pour son ergonomie, sa simplicité d'utilisation, sa vitesse, son efficacité, etc. Le jour où Microsoft met les mains dedans, on a un peu peur de ce qu'ils vont en faire, même si effectivement, donc je le disais, le nouveau patron de GitHub s'appelle Nat Friedman, c'est un des cofondateurs du framework Xamarin, pour ceux qui connaissent, qui a été un contributeur à Linux aussi avant, etc. Donc a priori, il a un bon pédigré, Pépère, et il a quand même rassuré sur le fait que GitHub allait rester indépendant, garder sa propre vision produit, etc. Mais ça garde beaucoup d'inquiétudes, et les plus inquiets n'ont pas tardé à effectivement migrer leur projet en masse vers GitLab au rythme de 13 000 par heure. L'autre Sébastien dirait mais enfin c'est les geeks barbus, c'est les forçats du libre, etc. qui réagissent comme ça un petit peu à l'emporte-pièce parce que c'est le grand capital qui prend la main sur un outil partagé. C'est un peu de ça, non ? C'est pas qu'une question de communisme ou de visée politique. Hein. Encore une fois, non, mais c'est pas au-delà de la visée politique, c'est le comportement, quoi. Je veux dire, c'est ça. En fait, il faut bien voir que l'open source, le mouvement de l'open source, tel que poussé notamment par des gens comme Richard Stallman et le mouvement GNU, etc. Tout ça est venu d'une réaction directe au modèle closed source mis en avant par les IBM et Microsoft des années 80. Et donc, de voir aujourd'hui Microsoft racheter GitHub, ça fait un peu le loup qui rentre dans la bergerie. C'est ça. Et ça fait pas plaisir. Bruno, tu voulais peut-être avoir ton petit avis sur la question, en l'occurrence sur GitHub, etc. T'as du code, toi, encore, sur GitHub J'ai encore du code, et en l'occurrence du code de Xcode, donc je suis développeur iOS à la base aussi. Donc oui, j'ai pas retiré mes repositories parce que ils sont plus très actifs, mais c'est vrai que j'aurais fait de même. J'aurais un peu peur de la main mise par Microsoft là-dessus. Et comme il y a des alternatives, pourquoi pas utiliser celle-là. Donc, à quel point ça va migrer vers GitLab, je pense qu'ils sont déjà à plus de 50 000 projets entre-temps. Après, sur quelques millions de projets, c'est peut-être une goutte d'eau, mais si ça continue comme ça, ça va peut-être nuire gravement à GitHub. Il faut voir la qualité des projets qui migrent aussi. Oui, bon, mais ça, c'est impossible à savoir, ça c'est clair. Oui.
Et très important aussi, il faut voir la qualité du projet qui mixe, c'est une chose. Il faut voir une autre chose, c'est que GitHub avait tellement d'avance en termes de charge par rapport à ses concurrents que on rappellera au passage que GitLab, qui existe déjà depuis de nombreuses années, a eu quelques soucis en fin d'année dernière où ils ont perdu plusieurs jours de travail de tous les projets. Oui. Parce qu'ils ont merdé avec les backups, ils ont fait une mauvaise manip et pouf, il y a du boulot qui a disparu. Ça, c'est pas sérieux. Donc, c'est pas sérieux et ils ont eu vraiment des gros soucis avec ça, malgré le fait qu'ils sont beaucoup plus petits que GitHub. Donc, avant de migrer, réfléchissez aussi à d'autres contraintes comme la robustesse, comme la viabilité des plateformes, etc. Ouais. Et n'oubliez pas que de toute façon, Git, le système qui est derrière, étant conçu comme décentralisé, vous n'avez pas de dépendance a priori vis-à-vis d'un serveur plutôt qu'un autre. Donc vous pourrez migrer à n'importe quel point. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, donc ne réagissez pas trop vite non plus. Moi j'ai beaucoup de repositories sur GitHub. Je l'utilise aussi bien pour mes projets open source que mes projets privés. Et je vais rester prudent, je vais rester vigilant par rapport à ça, mais je ne vais pas migrer tout de suite. D'accord. Ok. Bon, chacun. Parmi les auditeurs, j'imagine qu'il y en a qui sont développeurs et qui connaissent bien GitHub ou GitLab d'ailleurs. N'hésitez pas à partager votre opinion sur le sujet. J'espère que ça aura un peu rassuré certains qui avaient réagi assez promptement d'ailleurs, et on vous en remercie, en nous posant la question de cette migration ou pas de GitHub vers GitLab. On passe à la lettre N comme vieux souvenir. Chaque fois que j'évoque ce nom, c'est une espèce de Madeleine de Proust. Nokia revend Withings à son fondateur. Alors c'est bien parce que c'est une news qu'on avait fait il y a 1 an, je pense, ou 1 an et demi, mais dans l'autre sens. C'était W comme Withings. C'est ça. C'est le ping-pong de l'actualité. Ça s'en va et ça revient, comme les tout petits riens. C'est une news qui n'est pas de cette semaine, qui est de la semaine passée, me semble-t-il, mais c'est pas grave. On ne l'avait pas abordé dans le précédent épisode. On a plus d'infos là maintenant sur les montants, etc. Donc effectivement, on se rappelle qu'il y a 2 ans, Nokia avait racheté Withings, qui était une start-up française au passage, créée par Eric Carrel et Cédric Hutchings, et ils avaient racheté ça pour la modique somme de 170 millions d'euros à l'époque. Et ils avaient tué la marque Withings et ils en avaient fait une Nokia Health. Je rappelle au passage que Withings est assez connu déjà pour toute une gamme de produits l'Internet des objets, et notamment autour de la santé, comme une balance connectée, un tracker d'activité, il y avait aussi une caméra de sécurité, des choses comme ça. On avait parlé d'ailleurs, je pense qu'on a 1 ou 2 hors-série concernant les différents appareils de chez eux. Oui. Voilà. Donc ils avaient revendu ça à Nokia, qui depuis 2 ans avait fait disparaître la marque. En plus, la personne qui devait gérer les produits chez Nokia avait claqué la porte au bout de quelques mois, donc ça avait fait un peu s'écrouler tout leur plan stratégique. Et là, au bout fin d'année dernière, ils avaient déjà annoncé qu'ils avaient clairement surévalué les actifs de Withings. Et là maintenant ils l'ont revendu. Et un des anciens cofondateurs, Eric Carrel en l'occurrence, s'est pointé en disant moi je veux bien, mais bon, pas pour aussi cher que ce que je voulais vendu, évidemment. Il a fait une plus-value intéressante, manifestement, le monsieur. Il a fait une plus-value intéressante. Alors, on n'a pas les montants exacts du rachat, mais les rumeurs parlent de à peu près 30 millions de dollars, puisqu'ils avaient dit dans leur rapport annuel qu'ils avaient surévalué de 140 millions de dollars. Donc, c'est plutôt une bonne affaire. Et alors, lui, son objectif, déjà, il a repris les 200 employés qui étaient restés, et son objectif, c'est vraiment de relancer la marque Withings, donc de relancer une gamme de produits encore plus avancée. Donc il reprend vraiment ça. Je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'entrepreneuriat en Europe et en France, parce que c'est une belle marque et c'est vraiment des gens qui maîtrisent. Quand on parle d'Internet des objets, même au niveau mondial, Eric Carrel, c'est un peu une référence. Oui, on en a déjà parlé, comme je le disais, à plusieurs reprises, et c'est vrai que quand on a appris entre autres Bruno, on va lui donner la parole dans un instant, mais quand on a parlé de la vente à Nokia, on était tous un petit peu tristounes, enfin pas tristounes, entendons-nous, ça va, on s'en est remis, mais dans le sens où nous c'était un truc, ça nous donnait du biscuit comme on dit, il y avait toujours un petit objet de chez eux qui permettait de faire un hors-série intéressant et dont on n'avait pas à rougir. C'était le cas de ce que tu avais présenté, non Bruno? Oui, et d'ailleurs il y a 5 épisodes j'avais parlé de la rumeur qu'il allait revendre. Oui, c'est ça, c'était encore dont j'en ai parlé. Et moi je suis content parce que j'ai une balance Withings et du coup j'ai pas besoin d'acheter une balance Nokia parce que c'est la toute nouvelle Withings que j'ai déjà. Ben voilà. Donc, voilà.
Mais c'est vrai que voilà, ça se télescope un petit peu, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont être contents de retrouver en France, entre autres, une marque nationale, parce que c'est vrai que ça fait plaisir aussi. On peut passer à la lettre P comme... alors là, ils m'auront tout fait, quoi. Parasol. Bruno, on peut parler d'un parasol. Oui, c'est vrai, mais ça se passe au Japon. Alors tout de suite, là, on se dit, ok, c'est un peu spécial, sans doute. Hein. Non pas que les Japonais sont très spéciaux, mais c'est une autre culture. Quoi, ils le sont de près. Ils le sont. C'est les insulaires, ils connaissent pas le monde extérieur. Ça, c'est clair. Allez-y une fois au Japon, vous verrez, vous comprendrez. Je vous dis. Donc là, j'ai bien un parasol. Il me dit, tu as un parasol technologique. Qu'est-ce que c'est? C'est un drone. En fait, ils ont présenté un prototype de drone. J'aurais dû le mettre à la lettre W, mais bon, oui, j'avais déjà quelque chose d'autre à W, donc je l'ai mis à parasol. Donc il y a une belle vidéo si vous regardez le site source qu'on met dans les commentaires. Le parasol, enfin le drone parasol, comme ils veulent l'appeler, c'est juste un parasol avec des hélices déjà. Il n'a pas l'air de très bien fonctionner, leur prototype d'ailleurs, mais il y a une vingtaine de journalistes japonais qui sont très intéressés par le concept. Donc c'est pas mal d'avoir le coup de pouce de la presse. Hein, donc pour ça qu'on en parle. Hein. Donc ils veulent sortir un drone qui suit une personne et qui a la forme d'un parasol pour qu'on évite d'avoir un coup de soleil sur la tête. Il faut savoir qu'au Japon, effectivement, les étés sont bien chauds aussi, effectivement. Mais là où le bas blesse, on va dire, c'est que déjà leur prototype, en ce moment, il a une autonomie de 5 minutes. Ah oui. Ce qui fait, voilà, je veux dire, on fait une balade de 5 minutes. Moussons. Après 5 minutes de balade pour les Japonais, c'est beaucoup, hein, parce qu'ils travaillent 12-13 heures par jour, ils n'ont pas trop le temps. Ils sont de toute façon la moitié du temps bourrés après, donc voilà. C'est de l'expérience. Je vous jure que la dernière fois que j'étais au Japon, je sors à 5 heures de l'hôtel dans l'ascenseur, il y avait déjà un gars bourré à 5 heures de l'après-midi dans l'ascenseur. C'est du vécu, c'est pas n'importe quoi, c'est du vécu. Oui, il faut pas généraliser. Voilà. Non, mais c'est le cas. Donc, mais après, ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils vont travailler sur un nouveau prototype qui va lui atteindre 20 minutes d'autonomie. Ah, ben ça c'est bien. Mais ceci étant dit, bon, au-delà du bruit, parce que avoir un espèce de bruit de moustique qui va te suivre partout où tu vas, c'est pas totalement idiot d'avoir un parasol qui te survole en permanence. Je le fais comme ça, avec la main. Ça te libère les mains. Tu peux faire autre chose, tu peux téléphoner, machin, etc. Donc, chapeau, quoi. Voilà, c'est un peu le principe du chapeau. Soyons clairs. Du kawaii, hein, c'est l'invention inutile par excellence. Mais c'est intéressant parce qu'on a abordé un sujet qui est le Japon en même temps, hein, avec un qui a été au Japon et l'autre qui va au Japon dans les jours qui viennent, Sébastien. Si tu en trouves un, je te dirais teste-le, mais je suis pas sûr qu'on en parlera dans les technos. Je pense même que je dois pouvoir monter un parasol sur mon Mavic Air, si c'est que ça. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même très très particulier ce genre d'invention. J'allais dire qu'on trouverait ça qu'au Japon, mais je pense qu'il y a d'autres inventeurs un peu foufou qui pourraient amener ce genre de choses à des concours. Je pense au concours Lépine et des trucs comme ça, où on a déjà vu des trucs quand même très très bizarres, et ce genre de choses-là pourrait en faire partie. On peut passer à la lettre S comme Sonos. C'est un petit peu la marque fétiche de Bruno. Sonos, les enceintes connectées qui lancent une nouvelle gamme, enfin un nouveau modèle, Sonos Beam, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le Sonos Beam. Donc j'ai assisté comme un fanboy à la keynote de Sonos. Bah voilà. Oui, la keynote de Sonos. Et il y en a une. J'ai eu accès en primeur à ça. C'est marrant parce que je ne connais aucun podcast qui a suivi cette keynote, par contre. C'est bizarre. Ah, je l'ai suivi. Et oui, c'est génial, c'est génial. Et je suis vraiment fan de Sonos de la première heure. D'ailleurs, je vais bientôt, je pense, aller travailler pour eux, série, et ou travailler pour eux carrément, parce qu'ils sont géniaux. Déjà leur nom, rien que leur nom, Sonos, c'est un palindrome, c'est génial. Sonos, vous disiez de gauche à droite à gauche, c'est génial. Non, donc ils ont lancé un nouveau produit, c'est le Sonos Beam, donc il y a tout un écosystème d'enceintes connectées. Mm-hmm. Donc là, ce qui est intéressant, donc c'est une petite enceinte forme de barre, donc qu'on met en principe devant la télé. Oui, barre de son, quoi, comme on dit. Barre de son, voilà.
Ils ont déjà deux produits similaires qui est la Playbar et la Playbase. Celle-ci est beaucoup plus petite et moins chère. Donc, ce qui est un peu le défaut des produits de qualité Sonos, c'est leur prix. Donc, celle-ci, j'ai déjà annoncé la couleur de l'argent et sera commercialisée à 449 € dans nos contrées à partir du 17 juillet. Et ce qui est intéressant quand même dans ce produit-là, c'est que il intégra notamment Alexa. Alexa qui n'est pas encore disponible en France et en Belgique, donc forcément en langue française, on va dire. Et ils ont en même temps annoncé que Alexa sera disponible dans le mois de juillet en France. On m'a confirmé qu'il serait utilisable en Belgique aussi, simplement en changeant son adresse IP. Donc c'est juste un contrôle dans l'adresse IP. Oui, c'est ça, parce que j'ai cru comprendre sur YouTube, me semble-t-il, que certains avaient déjà accès à la version française d'Alexa. Mais je peux me tromper, hein, mais j'ai pas approfondi la question, j'avoue franchement. Et donc, du coup, voilà, tout le monde, ça va arriver instamment, quoi. Je dirais. Voilà, et ce qui a été confirmé, j'ai eu l'information aussi, c'est que Google Home sera bientôt disponible sur les enceintes Sonos. Très intéressant. Ce qu'ils ont annoncé aussi dans la keynote, c'est que, et là c'est un partenariat avec Apple, c'est que AirPlay 2 sera disponible grâce à une mise à jour sur les enceintes Sonos aussi. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc on aura finalement le meilleur des deux mondes. Alexa, Google Home, Siri via AirPlay 2. Donc tout ça sera possible sur cet écosystème qui est quand même un écosystème qui a beaucoup d'années, qui est très fiable et qui intègre ou quasi tous les services de streaming de musique. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir Sonos, et lors d'un hors-série, je pense que je vais vous présenter un petit peu toute la gamme, parce que c'est quand même très intéressant à suivre si vous aimez la musique, bien entendu. Oui, bah, évidemment. Ou écouter des podcasts, parce que c'est possible aussi, mon cher monsieur. Voilà, oui. Musique, podcast. Petite parenthèse, je sais pas si vous le saviez, mais ça date d'il y a quelques semaines maintenant, on n'en avait pas parlé, mais Google commence à intégrer de manière un peu proactive les podcasts dans ses recherches, et en particulier sur les appareils Android, dans le champ recherche Google, donc sur votre appareil Android. Si vous tapez par exemple les techno podcasts, il va vous renvoyer à notre site, et puis en dessous vous allez avoir un petit player directement où vous pouvez écouter les derniers épisodes, vous abonner, parce qu'il est possible du coup de s'abonner également au podcast que l'on a choisi, tout ça au sein même de l'application de recherche d'Android. C'est assez bien foutu. Je voulais en toucher un mot comme ça en passant. On va pas en faire une pub non plus, mais ils ont quand même pas mal de retard au niveau des podcasts par rapport à d'autres. Donc voilà, mais c'est sans nécessairement installer une application un peu lourde, un peu mal foutue, machin, etc. Ça peut rendre service et ça vous permet de nous écouter, surtout, ce qui est plutôt pas mal. Bruno. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut dire, par exemple, OK Google, joue-moi le dernier podcast des techno. Par exemple. Et là, ils sont en train de jouer tous. Normalement, mais c'est déjà le cas, normalement, à ce moment-ci. C'est ça, c'est Inception. Donc, voilà, dites-nous si ça marche, si vous êtes content, si vous avez, si vous rencontrez des difficultés, dites-nous aussi à nous écouter, je veux dire, hein, et on essaiera d'arranger ça, ou en tout cas, on enquêtera sur la question. Et là, les plus fidèles d'entre vous se disent, mais c'est quand même bizarre, ce podcast high-tech qui nous parle depuis maintenant presque 60 minutes à peu près, hein, et ne nous a toujours pas parlé de la keynote Apple, la fameuse keynote d'introduction du WWDC 2018. Je dois vous le dire franchement, on arrive à la lettre W, la lettre W et le fameux « oui mais non », c'est là où on met les news un peu barrées ou un peu inutiles. C'est l'occasion donc de parler de cette keynote avec Bruno et Sébastien. Je pense que j'ai bien introduit le sujet là. Hein, je veux dire, voilà. Ça pose le décor. Ça plante le décor, en effet. Alors que dire de cette keynote, Sébastien? C'était un peu long, mais il n'y a pas eu d'annonce hardware, mais ça, on savait qu'il n'y en aurait pas, parce que je le rappelle quand même au passage à la décharge des gens d'Apple, hein, c'est que ça revient un petit peu à la genèse de la WWDC. C'est une réunion de développeurs. Un peu comme la Google I.O. ou le Build Microsoft, c'est dans le même esprit. C'est un cycle de conférences
avec traditionnellement en entrée une keynote publique, cette fois-ci même disponible sur d'autres plateformes que celle d'Apple, hein, je tiens à le signaler. Avant, c'était pas le cas, on pouvait pas la regarder au travers de Google Chrome ou etc. Maintenant, on peut, c'est super. Et donc voilà. Et évidemment, comme de juste, la plupart des podcasts techno se sont lancés dessus comme un seul homme en faisant un suivi en direct ou même un débrief après, etc. Pour parler de quoi, je vous le demande, Sébastien et Bruno. Sébastien, peut-être d'abord. Alors, effectivement, c'est bien de rappeler que WWDC, c'est développeur, et donc typiquement c'est software ou c'est hardware quand ils veulent présenter de nouvelles plateformes qui vont être intéressantes pour les développeurs à exploiter. Et cette fois-ci, il y avait pas de nouvelles plateformes, donc ils sont restés au logiciel. Par contre, mais c'était 2h30, probablement une des keynotes les plus longues qu'ils aient jamais faites, et 2h30 de rien. Ils ont rien dit, c'est hallucinant. Ils ont parlé de gadgets pendant la plupart du temps. On a même pas eu le droit aux chiffres, donc ils se sont même, ils ont même évité tous les regardez comme on est fort, regardez comme on a plein de magasins qui vendent plein de produits. Oui, ça, tout ça, on n'y a même pas eu le droit. Typiquement, c'est dans les autres keynotes. En général, c'est en amorce d'une keynote de présentation d'un nouvel iPhone ou d'un nouvel iPad ou d'un. Rarement c'est sur du software et la plateforme, ils aiment bien la mettre en avant, dire on a payé autant de milliards aux développeurs, tout ça. Oui, c'est vrai. Il y avait rien de tout ça. Par contre, ils ont sauté directement dans tout un tas de gadgets. Alors oui, c'est drôle et ça fait des jolies pubs. Alors au passage, ils ont toujours une petite, enfin maintenant ça devient une tradition, ils ont une petite vidéo d'intro qui est censée être humoristique. Là, ils présentaient un petit peu les développeurs comme des animaux étranges dans la savane, tout ça. Chouette. C'était à la fois humoristique et un tout petit peu cliché, comment dire, cliché et comment dire, stigmatisant quoi. Ouais. C'était pas, j'ai pas tout apprécié à sa juste valeur, on va dire. Ça piquait un peu. Et surtout quand on voit après ce qu'ils ont présenté, enfin, au moins derrière, t'assures avec des annonces sympas. Là, ils nous ont parlé des Animoji avec la détection de la langue, super. Voilà, 5 minutes de présentation sur regardez, maintenant il connaît votre langue, donc on peut rajouter des nouveaux Animoji qui tirent la langue. Ok, j'attends encore la détection d'autres parties de votre anatomie qui pourra à la rigueur être intéressante. Mais là, la langue, je vois pas l'intérêt. Ils nous ont présenté les Memoji. Alors le principe du Memoji, c'est un emoji et donc derrière un Animoji de vous-même. D'accord. Sauf que vous pouvez vous dire, c'est cool parce qu'avec toute l'intelligence artificielle et tout, il va me fabriquer une espèce de cartoon de moi-même. Non, c'est vous qui devez le faire. Vous devez vous faire votre propre avatar, comme à la bonne vieille époque des Wii, des Mi là sur Nintendo, ou des avatars que vous devez faire dans les jeux vidéo. Enfin, c'est quoi l'intérêt au-delà de toutes les possibilités de personnalisation? On a passé encore une fois 10 minutes à quart d'heure là-dessus et il y avait rien quoi. Bruno, et c'était que des annonces comme ça. Bruno, qu'as-tu retenu? Pas grand-chose. Je tiens juste à le rappeler que Sébastien et moi, nous sommes des fanboys Apple. Hein. Oui, bien sûr. Juste pour dire, on n'est pas en train de dénigrer Apple. C'est pas du bashing gratuit. Moi, je suis fan surtout du Mac maintenant depuis le début. J'ai eu longtemps un iPhone, j'ai des iPads professionnellement en privé et tout. Donc on est vraiment. Là, on juge la keynote, pas le produit. Là, on juge vraiment la keynote. Oui, pour continuer dans la lancée de Sébastien, on va quand même en parler. Mais de sortir, de parler de l'évolution de Siri minimale, de parler d'un tout nouvel outil pour limiter l'usage de son téléphone, franchement, oui, ça n'a que l'apothéose, c'est les Memoji, c'est vraiment, je pense que c'est le truc à retenir de ça et alors l'autre information, alors là vraiment, mais j'en ai vu qui en ont fait des louches, mais pendant 20 minutes, un débat sur le mode sombre. Alors là, c'est le vide absolu. Donc nouvelle version de macOS, le macOS Mojave, puisqu'ils ont changé ils ont sorti une nouvelle version macOS, juste parce qu'ils ont mis le mode dark, c'est devenu une nouvelle version. Quoi. Oui, c'est ça. Donc ils ont sorti, et en plus ils ont arrêté carrément toute la série sur les montagnes. Je pense que après Sierra et High Sierra, ils avaient peur de mettre un Very High Sierra, donc ils nous ont sorti Mojave à la place. Et dans Mojave, qui est donc un nom de désert en Californie. Ah mais c'est le désert, ça c'est le cas. Oui, c'est bien choisi.
Je trouve que c'est bien choisi. Donc il y a un mode dark qu'au passage, ça a parlé beaucoup à tous les développeurs qui étaient dans la salle parce que quand on est développeur, le mode dark c'est essentiel pour pas se niquer les yeux. Oui, et en l'occurrence, ils l'ont intégré dans Xcode et tout ça, donc c'est sympa. Mais pour voilà, encore une fois, c'est l'essentiel de l'innovation sur macOS. C'est à peu près ça, et de la performance de partout, évidemment. Et s'il y a une petite innovation quand même, c'est qu'ils vont faciliter le portage. Enfin, en tout cas, c'est pour eux pour l'instant. C'est pas encore pour les développeurs tiers, mais ils vont commencer à porter des applications iOS sur macOS, ce qui à terme pourra éventuellement rendre le développement d'applications iOS encore plus intéressant. Okay. Mais c'est encore très introductif, donc c'était vraiment très... Et à côté de ça, effectivement, on attendait des grosses mises à jour du côté de Siri, que ce soit sur iOS ou sur macOS. Et tout ce qu'ils nous ont annoncé, c'est leur truc qui s'appelle Siri Shortcuts, qui est une espèce de pâle copie d'IFTTT pourri et qui apporte un tout petit peu de customisation, mais vraiment pas grand-chose. En tout cas, on reste encore loin des Google Assistant ou des Amazon Echo, quoi. On va pas tomber dans le piège de faire 20 minutes pour dire qu'ils n'ont rien dit. Il faut être juste, hein, soyons clairs. Mais oui. Je veux juste quand même insister sur un truc, c'est que moi, derrière ils n'ont rien dit, il y a quand même une leçon que je tire de tout ça. Je rappelle que Apple, ils ont un trésor de guerre de plusieurs centaines de milliards de dollars. Oui. Ils ont une envergure en termes de nombre d'employés et de nombre de chercheurs et d'ingénieurs qui est juste gigantesque. Je peux pas croire que ces annonces avec une keynote aussi pauvre ne soient que le résultat d'un manque de créativité et d'innovation. Ouais. Et derrière certaines des innovations qu'ils ont présentées, comme tout ce qui est machine learning, tout ce qui est augmented reality, ils ont présenté pas mal de choses sur la réalité augmentée. Je crois déceler les produits dérivés de leur R&D en termes de véhicules autonomes. Et j'espère que c'est ça qui les occupe derrière et qui pompe toute leur énergie de l'intérieur. Au-delà de ça, je le disais que la keynote, c'est une réunion, enfin une présentation d'introduction à tout un cycle de réunions à l'adresse des développeurs. Il y a d'autres keynotes qui s'en sont suivies. Il y a peut-être là un intérêt pour les développeurs, en l'occurrence, hein, comme vous êtes tous les deux, mais qui est vraiment, voilà, ça n'intéresse que les développeurs. Et donc c'est un petit peu difficile de faire. Est-ce qu'il est toujours nécessaire de faire une keynote à tout propos et d'en faire? Alors là, c'est peut-être pas eux qui sont responsables de ça, quoique ils entretiennent entre guillemets le gimmick, mais d'en faire un tel plat. Et moi, de temps en temps, je me pose ça fait longtemps. Je vais juste clôturer là-dessus en ce qui me concerne, mais ça fait longtemps que nous, on a décidé chez les Technos de ne plus faire de suivi de keynote parce que on considère qu'il y a plus vraiment de révolution pour l'instant et que on est plus dans l'évolution, qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Et plus on dit qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, plus ils font des keynotes longues. Non mais c'est vrai, c'est clair. Elles sont de plus en plus longues et il y a moins en moins de contenu, donc je trouve que là on tire quand même un petit peu sur la ficelle, quoi. Bruno. Sébastien. Bruno et puis Sébastien. Le petit détail, ils ont présenté les avancées sur WatchOS avec une des VP qui fait du vélo d'appartement et qui utilise son Apple Watch, donc c'est simplement c'est de la télé-réalité, c'est devenu la télé-réalité. Voilà. Alors. Quand on fait un peu de présentation au public, ça pour le coup c'était couillu parce que franchement déjà faire une démo en live c'est risqué. Ouais. Alors faire une démo en live en faisant du sport en même temps, ça devient du il faut vraiment vouloir se faire mal. Bon, on a été un peu dur peut-être, mais en même temps c'est à la hauteur de la déception. Voilà, c'est du gimmick parce qu'à côté de ça, bon, pour la petite histoire, dans WatchOS il y aura quand même l'application podcast, donc vous pourrez écouter les technos sur WatchOS. Yay! Ça c'est bon pour nous. Mais non, à côté de ça, il y avait effectivement pas grand chose. Et par contre, tu parlais des autres keynotes. J'ai commencé à regarder les vidéos de ce qu'on appelle le Platform State of the Union. C'est un petit peu la keynote spéciale développeur. Et là, il y avait des petites annonces qui étaient relativement intéressantes, même pour les utilisateurs non développeurs, on va dire, notamment l'intégration d'une gestion de mots de passe beaucoup plus avancée, qui va vous permettre de sécuriser tous vos comptes de manière plus forte. D'accord. Et ça aurait été intéressant, je trouve, d'en parler même au grand public et pour que la presse s'en empare un peu, parce que c'est des problématiques qui sont importantes, surtout par les temps qui courent. Moi, j'ai l'impression qu'avec Apple, la presse, on va pas en faire 10 tonnes non plus, mais la presse est un peu en attente de quelque chose. Toujours, Apple a promis des choses. C'est une promesse, Apple, en soi. Hein, on le dit souvent, et donc ça déçoit. Mais en même temps, ça entretient un discours. Moi, ce que j'ai détesté il y a quelques mois, et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé
parler ici, c'est tout le débat sur le petit le cran dans l'écran de Windows, de l'iPhone 10, un cran dans un écran, excusez-moi, mais moi j'en fais pas un débat, quoi. Je veux dire, on s'en fout, quoi. C'est juste hallucinant. Enfin bref, voilà, on clôturait, on voulait quand même en toucher un mot, on l'a gardé pour la fin, ce mot. Le jour où il y aura de vraies annonces, on en parlera peut-être plus et on le fera remonter à la lettre A comme Apple, mais pas là, quoi. Mais là, on les a fait descendre dans le classement. C'est la punition ultime. Ils sont passés de A à W. Oui, et puis voilà, ils vont perdre des milliards à cause de nous. À cause de nous, c'est sûr. Je veux dire, là, ça va leur coûter, mais leur trésor de guerre, il va diminuer de moitié, là. Donc voilà, comme quoi, je vous le dis franchement, on se prend pas au sérieux, mais là, on aime bien parler de choses qu'on aime bien, et là, on n'a pas aimé, voilà, c'est tout. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'ici dans cet épisode 172. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine, parce que la saison n'est pas terminée encore. On va saluer Bruno de ce côté-ci. À très bientôt Bruno. Sébastien qui part au Japon, mais qu'on retrouvera avant la fin de la saison. Il nous l'a promis depuis Tokyo. Hein. Je pense que à 3h du matin, c'est pas grave. Il y aura un petit décalage horaire, mais ça c'est son problème. Il n'avait pas réfléchi à ça, à mon avis, au départ. Mais bon, voilà. Et j'espère qu'on vous retrouvera, vous aussi, quel que soit le décalage horaire. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous le rappelle, fini les hors-séries, en tout cas pour l'instant, sur le mois de juin, puisqu'on doit un petit peu préparer l'été. Donc, ne vous inquiétez pas si lundi, vous ne trouvez rien dans votre application podcast ou sur la chaîne YouTube. C'est pas grave. On se retrouve pour le 173e épisode, jeudi prochain ou vendredi prochain. À très bientôt. Au revoir.